On va passer maintenant sur les focus, donc en commençant donc, par Christelle Renaud-Gentier, plus spécifiquement donc, sur l'adaptation de l'ACV à l'échelle du territoire et comment on l'utilise avec les acteurs. Bonjour à tous. Alors oui, nous allons échanger, discuter sur je vais vous parler de comment nous avons mobilisé la méthode de l'analyse du cycle de vie dans le cadre de ce projet à l'échelle justement d'un territoire d'appellation d'origine. Voilà, je voulais aussi mentionner que ces travaux ont été faits en collaboration avec toute une équipe et on peut ajouter aussi à la liste des collègues qui sont là Aurélie Perrin et Frédéric Jourgeon. Alors peut-être en préalable, pour ceux qui ne connaissent pas la méthode de l'analyse du cycle de vie, quelques mots pour expliquer en quoi ça consiste. C'est une méthode qu'on mobilise déjà depuis une dizaine d'années ici dans l'équipe pour évaluer les impacts environnementaux des pratiques viticoles. Donc le petit schéma veut représenter ce qu'on entend par cycle de vie, c'est-à-dire qu'on va prendre en compte les impacts environnementaux depuis l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie d'un produit. Donc concrètement, on va essayer de répertorier l'ensemble des opérations qui existent pour élaborer un produit. Et pour cela, on va, suite au recensement de toutes les opérations qui ont lieu, on va pouvoir lister l'ensemble des flux qui entrent dans le système et des flux qui sortent du système, c'est-à-dire tout ce qui est émis dans l'environnement, comme matière considérée comme polluante, et tout ce qui est consommé comme ressource. Donc ce qui est émis, ce qu'on appelle de manière indirecte, c'est-à-dire en dehors du lieu où se passe l'activité qu'on observe, et les émissions directes, pour nous, tout ce qui va se passer dans le vignoble, quand on va appliquer des matières actives, des fertilisants, et tout ça va pouvoir créer des émissions vers l'environnement, vers différents compartiments de l'environnement. Donc une fois qu'on a pu élaborer cet inventaire des flux de substances qui entrent, qui sortent, chaque substance va avoir une importance plus ou moins forte dans la perturbation de l'environnement. Et du coup, pour matérialiser cet effet, on a ce qu'on appelle des facteurs de caractérisation. Donc chaque substance a un facteur de caractérisation et on va multiplier le flux par ce facteur de caractérisation pour obtenir des impacts environnementaux. Donc des impacts potentiels puisqu'ils sont calculés à partir des flux qu'on a répertoriés. Alors concrètement, pour 1 hectare de vigne, on va pouvoir exprimer les impacts environnementaux à l'hectare de vignes cultivées ou pour la totalité d'une appellation d'origine, par exemple, tout un territoire, ou bien par quantité de produits. Ça peut être à la bouteille de vin, au kilo de raisin. Donc nous, dans nos travaux, on travaille beaucoup en exprimant les résultats à l'hectare, c'est ce que je vais vous présenter là. Et sinon, on peut aussi au kilo de raisin, puisqu'on va se focaliser sur vraiment la partie des pratiques au vignoble. Donc vous voyez ici dans le schéma, on va comptabiliser l'ensemble de tout ce qui va rentrer dans les opérations de production, avec en amont tout le cycle de vie de chaque élément qui rentre en jeu. Voilà. Donc, dans le cadre de ce projet Avatec, comme a présenté Cécile, ça a été un processus qui s'est basé sur les demandes qui pouvaient émerger du terrain. Et donc, on a une AOC de la région qui est venue avec laquelle on a pu échanger et qui est venue nous solliciter pour nous dire on serait intéressé pour en savoir un peu plus sur les impacts des pratiques d'entretien du sol sur notre appellation, donc en fin 2019. Donc le souhait, c'était de mieux connaître les pratiques d'entretien du sol, d'identifier des pistes d'évolution pour la sortie des herbicides avec le moins d'impact possible. Alors en face, nous, ce qu'on pouvait proposer, c'était de répondre avec l'ACV sur de nombreux impacts environnementaux,
pas tous. On a évoqué tout à l'heure, Cécile a évoqué le fait que, notamment sur les questions de biodiversité, l'ACV n'a pas la capacité aujourd'hui de répondre sur l'impact précis des pratiques. Donc c'est pour ça qu'on a pu après, au cours du projet, commencer à apprendre à travailler ensemble avec les collègues écologues et commencer à développer des solutions pour venir compléter cette démarche d'ACV. Et puis, on a aussi quelque chose qui est développé dans l'équipe déjà depuis plusieurs années, notamment grâce au projet Eco3Vie qui a été mentionné tout à l'heure. C'est l'éco-conception participative, donc le fait de pouvoir mettre ensemble des groupes d'acteurs, donc de viticulteurs, conseillers, pour réfléchir ensemble à des possibilités d'évolution des pratiques sur la base de ces résultats d'analyse du cycle de vie, et qu'on peut après, on peut refaire les calculs pour évaluer ces solutions proposées pour après des décisions individuelles ou collectives. Donc voilà un peu de quoi on est parti. Et ça, ça nous a renvoyé des questions méthodologiques, notamment, puisqu'on n'avait pas encore, nous, travaillé à cette échelle, c'est comment finalement s'y prendre, quelle est la méthode la plus appropriée pour réaliser une ACV d'une activité agricole à l'échelle d'un territoire à des fins d'éco-conception participative. Alors ici, la demande était sur l'entretien des sols viticoles. On a vu que c'était une question qui ressortait comme prioritaire pour beaucoup de collectifs, et c'est pas seulement dans la région, on le verra tout à l'heure. Donc voilà, on s'est focalisé vraiment sur cette partie d'itinéraire technique qui est l'entretien des sols viticoles. Donc ça nous a ramené aussi à la question de comment pouvoir réaliser l'inventaire du cycle de vie d'une diversité élevée de pratiques agricoles à l'échelle du territoire, en prenant en compte les caractéristiques du milieu. Et essayer de voir du coup si dans cette démarche, la diversité du milieu avait un impact important dans les résultats de l'analyse du cycle de vie. Et bien sûr, l'idée, c'est de pouvoir faire ça dans un temps raisonnable. Réaliser une analyse du cycle de vie, c'est quelque chose de très long et ça demande un inventaire très précis des pratiques. Donc le faire à l'échelle d'une appellation, bien sûr, c'est une affaire qui peut prendre beaucoup de temps. Donc là, le fait de pouvoir travailler sur une appellation de petite dimension nous a permis de pouvoir comparer deux approches, une approche détaillée, c'est-à-dire exhaustive, où on a essayé d'inventorier la totalité des pratiques sur la plus grande partie possible du territoire, et une approche par typologie, donc à partir des données récoltées, définir des grands types sur lesquels on pourrait réaliser les calculs pour voir après pouvoir appliquer cette méthode sur des appellations de plus grande dimension. Donc là, ce qu'on a réalisé, c'est une collecte de données sur le territoire, donc un territoire de 120 hectares sur lequel on a pu inventorier 73 hectares avec le soutien des responsables de l'appellation pour pouvoir solliciter les viticulteurs. Donc presque, pas la totalité, mais une grande partie des viticulteurs a répondu. Et l'enquête a été réalisée finement sur chaque parcelle cadastrale avec les itinéraires techniques d'entretien du sol et ce qu'on a appelé les structures ou les caractéristiques pérennes de la parcelle aussi. Et on a aussi travaillé avec l'aide de la cartographie pour repérer toutes ces parcelles et pouvoir définir les paramètres du milieu qu'on peut mobiliser dans les calculs d'ACV, donc texture du sol en surface, pourcentage d'argile notamment. Et tout ça a pu être mis dans une base de données commune avec les itinéraires techniques. Donc vous verrez ITK souvent, ça signifie itinéraire technique. Et ce qu'on a appelé les caractéristiques pérennes ou structures et paramètres du milieu. Voilà, donc ça a été un travail qu'on a réalisé sur l'année 2020. Donc pas simple, puisque on est tombé sur la période des enquêtes au moment du confinement, donc ce qui n'a pas forcément aussi aidé à ce que tous les viticulteurs puissent répondre. Mais voilà, courageusement, toute l'équipe a quand même réussi à travailler sur ces données. Donc à partir de là,
a été réalisée une typologie des itinéraires techniques d'entretien du sol d'un côté et des caractéristiques pérennes des parcelles d'un autre côté, à l'aide de méthodes d'analyse multidimensionnelle et de classification ensuite. Alors, ce sont des méthodes statistiques, classification ascendante hiérarchique consolidée par la méthode des Kamins, pour pouvoir déterminer des grands groupes, des grandes familles d'itinéraires techniques. Et à l'intérieur de ces grandes familles, on a pu déterminer des individus, donc des parcelles, qui pouvaient représenter chaque groupe. Et donc, c'est sur ces individus ensuite qu'on a pu travailler, qui représentaient la diversité de cette appellation d'origine. Voilà, donc les grandes familles d'itinéraires techniques sont les suivantes. Donc la première, c'était dominée par le semis d'engrais verts, mais aussi avec beaucoup d'interventions mécaniques. Deuxième famille, beaucoup d'opérations mécaniques. Troisième, peu d'opérations mécaniques. Quatrième, beaucoup de couplage, c'est-à-dire quand on va associer deux outils pour un seul passage, pour pouvoir diminuer du coup le nombre de passages et la consommation de carburant. Cinquième, donc beaucoup d'appels à des opérations manuelles. La traction animale pour le sixième et le septième qui mobilise sous le rang le désherbage chimique associé à des pratiques mécaniques sur l'interrang. Voilà. Donc, parallèlement à ça, on a pu déterminer aussi que je n'ai pas représenté ici, 5 grandes familles de caractéristiques pérennes qui étaient basées sur la structure, sur la texture du sol, sur la densité de plantation et sur l'orientation des rangs parallèles ou perpendiculaires à la pente, qui sont des paramètres qui jouent sur les calculs des émissions de polluants dans l'environnement. On a pu ensuite déterminer des caractéristiques pérennes moyennes pour l'ensemble de l'appellation qu'on a pu utiliser par la suite. Alors ici, je vous ai donné, je vous affiche quelques détails sur les 7 itinéraires techniques. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pour vous dire que c'est ceux que je viens de vous citer. Ce qui va varier, c'est qu'est-ce qui va être fait sous le rang ou sous l'interrang et l'intensité des opérations. Donc vous allez voir que, vous voyez les petites boîtes qui sont en dessous avec les différentes opérations techniques, elles sont plus ou moins remplies. Et puis vous avez en haut la consommation de carburant, en haut de chacun, et ce que l'itinéraire technique représente en surface alors pas de toute l'appellation, mais de la partie qui a été inventoriée. Voilà. Et puis alors on en a encore 3 autres. Donc celui qui est avec des opérations manuelles, la traction équine, et puis l'utilisation de désherbage chimique sous le rang. Alors à partir de ces informations-là, donc a pu être cartographié ça pour permettre aux membres de l'appellation d'avoir une vision un peu de comment se situent, comment se répartissent les différentes gestions du sol sur l'appellation. Ça nous a servi nous aussi à repérer, comme je vous disais, les différents types de sols sur l'appellation. Et donc ensuite, on a comparé, comme je vous disais tout à l'heure, l'approche exhaustive où on a réalisé l'ACV de chaque parcelle, de chaque itinéraire technique différent, dans chaque milieu différent, comparé au fait de réaliser l'ACV des 7 grandes familles, donc des 7 parcelles représentatives des grandes familles, avec le milieu moyen dont je vous ai parlé, que je vous ai décrit tout à l'heure, et les 7 grandes familles croisées aux 5 différents milieux. Donc ici, on a la variation entre le 0, si on fait la caractérisation exhaustive et précise de toute l'appellation. Et là, on voit
quelle différence, quelle variation on va obtenir sur chaque catégorie d'impact environnemental si on utilise l'approche où on a combiné les itinéraires techniques, les 7 itinéraires techniques avec les 5 milieux, donc en bleu. Donc vous voyez qu'on a une variation qui ne va pas dépasser 15% entre une évaluation exhaustive et une évaluation par cette typologie. Et si on n'utilise que la typologie des itinéraires techniques avec un milieu moyen, ben finalement on ne va pas beaucoup perdre en qualité sur de représentation. Donc on reste maximum 14% de variation par rapport à une approche exhaustive. Ce qui nous permet de dire qu'on peut se permettre de travailler avec cette approche typologique sans perdre trop de finesse sur l'évaluation, et qui fait qu'on a choisi de poursuivre avec cette typologie et ce milieu moyen. Donc avec ces caractéristiques pérennes moyennes dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui représentent la moyenne de cette zone étudiée. Alors à partir de là, on a pu obtenir des résultats d'analyse du cycle de vie sur nos différentes familles d'itinéraires techniques, et qui nous permet de regarder quelles peuvent être les alternatives les plus intéressantes à l'utilisation du désherbage chimique. Donc ici, on a l'ensemble des catégories d'impact environnemental qui sont listées sur la gauche. Et donc je commence là par le moins, entre guillemets, celui qui s'est montré là le moins intéressant, qui était, alors c'est pas pour dire que les engrais verts sont quelque chose de très impactant, c'est que là dans cet itinéraire technique qui mobilisait les engrais verts, il y avait aussi beaucoup d'opérations mécaniques. Ensuite, on avait l'itinéraire technique mécanique avec beaucoup d'opérations, le numéro 2. Celui qui a paru le plus intéressant dans cette situation, c'est l'itinéraire avec peu d'opérations, l'itinéraire technique mécanique avec peu d'opérations. Ici, on voit celui qui a mobilisé beaucoup de couplage. Donc ça permet, par rapport à un itinéraire technique comme le numéro 2 en bleu, qui a beaucoup d'opérations, le fait de mobiliser pas mal de couplage, on va diminuer quand même les impacts. Et puis on a celui qui va solliciter pas mal d'opérations manuelles, qui permet aussi quand même d'avoir quelque chose d'assez intéressant si on omet le transport. Là, les résultats sont sans les déplacements des machines et sans les déplacements de la main-d'œuvre. On va voir par la suite le poids qu'a pu avoir cet élément-là. Et puis l'itinéraire de traction équine, je l'ai mis un peu à part parce qu'il est assez, il donne des résultats assez variés selon les catégories d'impact. Il peut être vraiment très intéressant avec des impacts négatifs, c'est-à-dire des impacts, il va avoir des impacts bénéfiques sur certaines catégories, notamment par la production des déjections animales qui peuvent remplacer des engrais chimiques. Et puis sur d'autres catégories, il va avoir un impact plus fort que d'autres pratiques. Le dernier, le gris, c'est la mobilisation du désherbage chimique, mais qu'on souhaite abandonner. Voilà, alors si on regarde l'effet, la cause des impacts, alors on a toujours, j'ai sélectionné quelques catégories d'impact, elles n'y sont pas toutes là, mais là on va regarder plus précisément les causes assez rapidement. Donc ici la première qui apparaît, c'est la production des machines. On voit que sur certaines catégories d'impact ça compte pas mal, sur notamment les impacts de toxicité. Production des machines et des outils tractés. Ce qui a un gros impact, une grosse influence, c'est la consommation, la combustion du carburant pour faire fonctionner les machines. Donc vous voyez là, on a toujours nos différents, de 1 à 7, nos différents itinéraires techniques qui sont là. On voit que c'est assez variable en fonction de l'intensité d'utilisation des machines, de l'intensité du nombre d'opérations.
Alors ici, on commence à voir le poids du déplacement. Donc ici, c'est le déplacement des machines. Dans certaines des familles d'itinéraires, on va avoir des parcelles qui sont plus loin du siège de l'exploitation. Et particulièrement dans ce cas-là, dans cette appellation, on a des sièges d'exploitation assez loin des parcelles. Donc le poids du déplacement est assez important. Ici, c'est l'attraction animale. Alors, ce qui apparaît là, c'est le transport de la main-d'œuvre. Donc, on voit notamment sur le numéro 5, où on a une grosse utilisation de main-d'œuvre, l'importance du déplacement de la main-d'œuvre. Le déplacement de l'animal, puisque c'est un animal qui est transporté, qui vient avec un prestataire d'assez loin. Et puis là, ce sont les émissions azotées. Et les émissions de la production de l'herbicide et les émissions herbicides, donc qui sont assez réduites parce que c'est une toute petite quantité qui est mobilisée. Voilà, donc pour résumer, ce qui nous domine, c'est le gazole, la fabrication des machines, les déplacements selon la distance au siège de l'exploitation. Alors, à partir de ces résultats-là, la proposition était de pouvoir réaliser des ateliers avec les viticulteurs. Là, le choix de cette appellation a été de ne pas poursuivre sur des ateliers pour diverses raisons. Par contre, on a mis en œuvre des ateliers sur d'autres zones. Donc, notamment avec un groupe 30 000 de la zone Cabernet d'Anjou, sur la thématique précise de l'entretien du sol. Donc on a mobilisé le jeu Vitipoli qui a été élaboré dans l'équipe à partir des travaux du projet Eco3Vic pour permettre aux participants de représenter l'itinéraire technique, de reconcevoir des itinéraires techniques à partir des résultats d'analyse du cycle de vie. Donc là, on avait 8 vignerons, 2 conseillers de l'ATV. On a réfléchi ensemble sur les pratiques d'entretien du sol alternatives aux herbicides. On a eu des échanges importants de savoir entre les vignerons à partir de ce travail. Et une discussion aussi sur est-ce que parmi les pratiques évoquées, discutées, évaluées là, il y en a qui pourraient être promues à l'échelle de l'appellation, notamment Cabernet d'Anjou, puisque la plupart des vignerons étaient membres de l'appellation Cabernet d'Anjou. Ce qui est ressorti là de ce travail, de ces échanges, c'était qu'il était encore trop tôt pour eux, parce qu'ils étaient en train d'apprivoiser finalement cette évolution des pratiques vers un entretien mécanisé de leur vignoble. Encore trop tôt pour pouvoir promouvoir certaines pratiques à l'échelle de l'AOC, d'après les participants qui étaient là. Un autre exemple que je voulais vous montrer, qui est dans le cadre d'un autre projet qu'on a mené en parallèle avec l'appellation Cognac, projet Domeco, mais qui est directement aussi appuyé sur les travaux qu'on a fait dans le projet Avatec. C'est un atelier de prospective sur l'entretien du sol aussi, échelle appellation, avec l'appellation Cognac. Donc, où on a là-bas aussi réalisé cette approche par typologie, mais sur une appellation beaucoup plus vaste, et qui a mobilisé là, des élus de l'appellation d'origine, avec une projection à 2030, en se demandant quel pourrait être l'itinéraire technique d'entretien du sol à 2030. Et ça a permis des échanges très très riches et parfois assez animés, avec des leviers d'éco-conception qui ont été mobilisés, qui étaient assez variés, avec des remplacements des énergies fossiles par différents types d'énergie. Là, on avait inclus aussi la fertilisation, donc toute une réflexion autour de la fertilisation, les couverts végétaux, la tonte par les moutons, par les robots, tout a été un petit peu exploré, et la combinaison d'outils sur le tracteur. Et on voit, c'est plus illustratif, mais en haut, là, sur le graphique, qu'on a pu, sur certaines catégories d'impact, pour certaines tables, il y avait 3 tables qui travaillaient, diminuer l'impact jusqu'à 90% sur certaines catégories d'impact. Ça a surtout permis aux
aux collectifs d'appellation de se projeter dans des thématiques à réfléchir pour l'avenir, des expérimentations à mettre en place, des questions stratégiques aussi sur la fourniture d'énergie pour le territoire, des choses comme ça. Voilà. Donc, pour conclure, nous avons pu, à partir de ce projet, établir une démarche adaptée à cette échelle appellation. On conserve finalement, on peut noter que l'analyse du cycle de vie permet de regarder un nombre important d'impacts environnementaux, mais qu'elle n'est pas complète, comme on disait tout à l'heure, d'où l'intérêt de travailler avec les collègues écologues pour développer une approche complémentaire qu'on pourra intégrer à l'avenir dans ces ateliers. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci Christelle. Alors comme je le précisais, on prendra les questions à la fin des présentations, ce qui permettra éventuellement des interactions avec les différents intervenants.